J'aborde les bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de la fiscalité des revenus des personnes physiques appliquée aux entreprises. Alors nous allons commencer d'abord par quelques définitions, puis on va continuer en approfondissant au fur et à mesure. Alors, les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, hein, sont toutes des formes ou régimes de la fiscalité des revenus des entreprises dans le cas de l'IRPP. Alors c'est en pratique un régime très hétérogène. Il n'y a pas une grande unité, hein, dans ce régime d'imposition, dans les autres non plus. Mais dans ce régime, on va essayer de distinguer ce qu'on appelle les BIC par nature, les BIC par assimilation et puis les BIC par accessoire. Alors d'abord, les BIC par nature, heu, que la législation essaye de définir et qui résulte un peu de la définition de d'un article, qui est l'article 34 du code général des impôts qui indique que, sont considérés comme BIC, bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Point. C'est à la fois précis, donc on a une définition pour une fois synthétique, sauf que, vous vous en doutez, on n'a pas de définition dans le code, en tout cas, de la nature commerciale, industrielle ou artisanale de la profession, par exemple. Et je dirais entre parenthèses, mais ça c'est un problème de droit en général, qu'on n'a pas non plus de définition de la personne physique, mais comme on l'avait déjà dit, tout le monde sait reconnaître une personne physique quand on en voit une. Alors, il convient quand même de préciser donc certains points que je vais voir avec vous. Alors d'abord, premier point, les personnes imposables au BIC sont des personnes physiques. Donc ça exclut, je dirais, ça exclut les personnes morales. Et donc on a une division, hein, qui apparaît très claire, très clairement entre les personnes morales et les personnes physiques. Là, les BIC ne s'adressent qu'aux personnes physiques. Pour les personnes morales, ben, on verra avec l'impôt sur les sociétés. Ces personnes physiques sont celles qui exploitent en leur nom personnel et pour leur propre compte une entreprise. Elles sont des travailleurs indépendants. Par exemple, un salarié dans une entreprise ne peut pas être, comment dirais-je, imposé au BIC, au titre de cette entreprise. Alors les personnes morales, comme je l'indiquais, ne sont pas non plus soumises à l'imposition au titre des BIC, ni d'ailleurs au titre des bénéfices non commerciaux. Bon, il y a des cas particuliers qui visent ce qu'on appelle des sociétés de personnes, hein, qui ne sont pas des sociétés de capitaux, mais on reverra ça. Deuxième aspect dans cette définition des BIC par nature, les activités imposables aux bénéfices industriels et commerciaux doivent être professionnelles, c'est-à-dire pratiquées habituellement et dans un but lucratif, et commerciales, industrielles ou artisanales. Alors, sur le caractère professionnel, c'est-à-dire une activité habituelle et dans un but lucratif, on a déjà un tout petit peu évoqué ça. Ça veut dire qu'au fond, je reprends l'exemple que j'avais donné il y a quelque temps, si je suis salarié, si je vends ma voiture d'occasion à quelqu'un d'autre, donc j'ai acheté une voiture et puis je la revends quelques années plus tard, je fais un acte de commerce, donc c'est du commerce, j'ai acheté, je revends, mais la revente n'était pas le but de l'achat. Je n'ai pas acheté pour revendre. Si vous voulez, c'est simplement un acte isolé. Et dans ce cadre-là, donc je ne relève pas des bénéfices industriels et commerciaux, je ne fais pas une activité commerciale en tant que telle relevant des BIC. Parce que l'activité n'est pas pratiquée habituellement et pour faire de l'argent. Donc deuxième aspect, il faut que ce soit des activités les activités imposables au BIC doivent être commerciales, industrielles et artisanales. Alors là, on commence à avoir quelques petits problèmes, comme je l'ai indiqué, tout à l'heure. Enfin, à l'instant, l'article 34 du code général des impôts ne donne pas de définition du caractère commercial, industriel ou artisanal. On va retrouver ces définitions dans le bulletin officiel et dans le précis de fiscalité, mais ça n'est pas dans le corps, de la loi.
C'est pour ça que je dis il n'y a pas de définition légale au sens ça n'est pas dans la loi. Pourtant, donc, on sait avec les approximations données par, enfin les approximations, les interprétations données par le ministère des Finances dans le cadre des instructions ministérielles, que l'exercice d'une profession artisanale, excusez-moi, l'exercice d'une profession commerciale se caractérise par la réalisation d'actes de commerce. Donc c'est, comme je l'avais indiqué, un acte de commerce consiste à acheter pour revendre ou à pratiquer un certain nombre d'activités particulières assimilées à des actes de commerce, la location, l'activité de banque, l'activité de transport. Les activités commerciales, je crois l'avoir déjà indiqué, sont légalement définies par le premier article et le deuxième article d'ailleurs du Code de commerce. Donc encore une fois, ce sont des articles importants ils figurent en premier lieu hein, dans le Code, comme on l'a dit pour le Code général des impôts avec l'article 1A. Une profession artisanale, donc deuxième aspect, une profession artisanale se définit, elle, avec un peu moins de problèmes, en référence à la notion de travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle dont la maîtrise s'acquiert par l'apprentissage. Il me semble que j'avais déjà évoqué ça. Or, ces éléments permettent aussi de distinguer les professions artisanales des professions libérales qui sont très très proches. Par contre, là, on a vraiment la notion dans les bulletins officiels des finances publiques, la notion d'activité manuelle, alors que pour les professions libérales, on évoque la capacité personnelle hein, de la personne, mais c'est souvent une capacité intellectuelle. Par exemple, je sais pas, un avocat, un architecte, ou une capacité propre, mais qui n'est pas nécessairement manuelle. En tout cas, qui ne s'acquiert pas par l'apprentissage. Enfin, la notion de profession industrielle, alors là, elle, c'est encore plus radical, je dirais. La profession n'est pas légalement définie d'un point de vue fiscal du tout. Il n'y a même pas d'essai hein, de définition autant que je sache dans les bulletins officiels. C'est un terme qui aujourd'hui, hein, le terme industrie évoque plutôt dans le langage courant la production de masse masse de produits, mais aussi masse des moyens humains et techniques hein, pour mobiliser pour ce type de production. Et c'est pas très compatible avec l'action d'une seule personne physique. Hein, donc, je dirais la notion de bénéfices industriels et commerciaux n'a pas l'air très bien de cadrer avec ça, sauf peut-être pour des petites et moyennes entreprises ou des très petites entreprises. Je pense que le terme industriel dans ce cas-là est plutôt un terme hérité des siècles précédents. Le dictionnaire de l'Académie française que j'ai regardé sur ce point-là, je relis, hein, nous rappelle que le mot a été emprunté du latin au XIVe siècle pour désigner l'industrie. Donc ce mot désigne l'application, l'activité, l'assiduité. Et c'est son premier sens hein, qui reste plutôt adresse, habileté à exécuter un ouvrage, puissance de travail, etc. Un deuxième sens qui est fourni par l'Académie, c'est métier manuel, mécanique ou mercantile qui comporte une certaine ingéniosité. Okay. Et puis un troisième sens, au mot industrie, se dit de toutes sortes d'activités concourant, excusez-moi, à la production et la circulation de richesses. On parle donc d'industrie agricole, commerciale, manufacturière, et ça désigne aujourd'hui l'ensemble de ces activités ayant pour objet l'exploitation des richesses minières, des sources d'énergie, transformation de matières premières, de produits fabriqués, ainsi que chacune des branches de ce secteur économique. Donc, en résumé, la notion d'industrie dans les termes bénéfices industriels et commerciaux ne doit pas être prise au pied de la lettre. En général, avec les notions de commerce et d'artisanat, on couvre à peu près tout ce qui relève des bénéfices industriels et commerciaux, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sous forme de production, que ce soit sous forme d'échange et de commerce de biens ou de services. Et de manière marginale, je pense qu'on peut inclure un certain nombre de PME dans cette activité relevant des BIC. Je poursuis avec nos définitions des bénéfices industriels et commerciaux, avec la notion de bénéfice industriel et commercial par assimilation. On dit aussi BIC par détermination de la loi. Alors, ces BIC constituent un ensemble, j'allais dire encore plus hétérogène, si c'était possible, que celui des BIC par nature. Mais cette hétérogénéité montre aussi le caractère pragmatique de la fiscalité. Bon, pour s'en sortir, il convient simplement de retenir que le Code général des impôts
va rattacher aux bénéfices industriels et commerciaux un certain nombre de revenus présentant plus ou moins les caractéristiques d'une activité commerciale. Par exemple, la vente d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles, la location de locaux industriels, la propriété ou la copropriété de navires, etc. Donc, ce sont des activités qui sont pas très éloignées finalement du commerce. On est toujours dans la location, on est toujours dans l'achat, on est toujours dans la vente. Et donc, par assimilation, on va considérer que ces activités relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Et puis, il y a une troisième catégorie que vous voyez sur la diapositive, ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux par accessoire ou par attraction. On emploie également ce terme. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Dans certains cas, pour faciliter la vie des contribuables et du fisc, la fiscalité va admettre, je dirais, la possibilité de décloisonner certains revenus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'idée qu'il peut être intéressant pour s'économiser des soucis du travail, et on est toujours dans une espèce de rapport coût-avantage en matière de fiscalité du point de vue du fisc. L'idée, ça va être de traiter comme des bénéfices industriels et commerciaux certains revenus qui ne devraient pas relever normalement des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui peuvent en relever de manière exceptionnelle, dès lors que ces revenus vont être perçus dans certaines conditions par une entreprise soumise aux bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Bon, en fait, vous n'avez rien compris, mais je vais donner un exemple. Oui, on pense. Voilà, par exemple, imaginons le cas d'un marchand, c'est le cas que j'utilise habituellement dans ce cours. Imaginons le cas d'un marchand qui vit de l'achat et de la vente d'œuvres d'art, hein, des tableaux, des sculptures, du mobilier ancien, etc. C'est un commerçant, hein, il achète pour revendre, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, en tant que commerçant, les revenus qu'il retire de cette activité sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. OK? Bon, jusqu'ici, ça va. Alors, par contre, du fait, comment dirais-je, cette personne a acquis, au titre de son métier de marchand d'art, des compétences professionnelles très, très pointues, et il arrive à ce marchand d'être sollicité pour donner des avis d'experts sur des œuvres d'art pour des musées, pour des tribunaux ou pour des acquéreurs privés. Parce que justement, il connaît très très bien son métier d'acheter pour revendre et il a acquis une expertise. Alors strictement parlant, quand il va recevoir de l'argent, par exemple d'un tribunal ou d'un musée ou d'acquéreurs privés en rémunération de ses expertises, strictement parlant, ces revenus qui tiennent de cette expertise ou qui proviennent de cette expertise ou de son activité de conseil, plus que de l'achat ou de la vente, bien sûr, d'œuvres d'art, devraient être fiscalisés ou au titre des bénéfices non commerciaux, on le verra après, hein, et non pas des bénéfices industriels et commerciaux, puisque ce ne sont pas des bénéfices qu'il a acquis dans l'achat et la revente de biens, ni même dans la location, etc. Ce sont véritablement des bénéfices liés à une expertise et qui relèvent substantiellement, je dirais, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et ben, et là, on retrouve toute l'intelligence, je dirais, et le pragmatisme, en tout cas, de la fiscalité et des services fiscaux, afin de simplifier les choses, à la fois pour l'usager, le contribuable, mais surtout pour les services fiscaux, afin de simplifier les choses et d'éviter qu'une même entreprise individuelle, finalement, relève de plusieurs catégories de revenus imposables. Vous avez vu dans cet article 1A du Code général des impôts, donc il y a quand même pas mal de catégories. Alors nous, on se centre sur certaines catégories, hein, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales, donc les bénéfices non commerciaux et assimilés. Puis on a vu aussi les bénéfices des exploitations agricoles, donc on n'étudiera pas, mais c'est quand même relativement compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, pour éviter cette complication pour tout le monde, donc une entreprise individuelle relève de plusieurs catégories de revenus imposables, la législation fiscale, très très heureusement, va admettre que les honoraires, c'est le terme reçu par le terme qui désigne un peu les rémunérations des experts, les honoraires perçus par le marchand d'art en rémunération de ses expertises, ils seront classés non pas dans les BIC,
mais non pas dans les bénéfices non commerciaux, mais dans les BIC. Puisqu'au fond, le marchand tire, enfin, est imposé essentiellement au BIC. Alors cette situation va durer tant que l'activité d'expertise rapportera moins que l'activité d'achat et vente. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Alors après, ça, il faut voir sur le terrain comment ça marche, mais c'est déclaration par déclaration. Mais en gros, tant que la personne ramasse moins d'argent avec ses expertises qu'avec son business d'achat et de vente de tableaux ou d'œuvres d'art, eh ben, il paiera tout au titre des BIC. Alors j'ajoute que ça ne pose pas de problèmes fondamentaux puisqu'au fond, c'est le même taux de taxation, hein. Donc il y a pas d'anomalie là-dedans. Par contre, je dirais ce ne sont pas exactement les mêmes régimes de décompte, des produits imposables et des charges déductibles et surtout des charges déductibles, qu'on soit en bénéfice industriel et commercial ou qu'on soit en bénéfice non commercial. Donc voilà, substantiellement, ça va être la petite différence. Par contre, au niveau du taux d'imposition, ça va être le même. Donc euh, c'est euh, c'est tout bénef pour tout le monde, je dirais, hein, pour parler un peu crûment ou trivialement. Alors nous sommes dans l'examen des bénéfices industriels et commerciaux, des BIC. On a vu dans la diapositive précédente euh, quelques définitions et en particulier la distinction qu'il y avait entre les BIC par nature, les BIC par assimilation et les BIC par accessoire ou par apparition. On va voir maintenant la notion de bénéfice imposable aux bénéfices industriels et commerciaux. Alors c'est un point important, pourquoi? Parce que derrière ce titre de paragraphe, c'est la notion d'assiette. Vous vous souvenez l'importance de l'assiette? C'est ce qui, au fond, est un des déterminants de l'impôt. On va voir qu'est-ce que c'est que cette assiette, ce bénéfice imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, comment ça se définit. Alors, j'ai retenu la définition suivante que vous voyez sur la diapositive. En gros, euh, le bénéfice imposable, c'est le bénéfice qui est réalisé par le contribuable, personne physique, au cours de la période d'imposition, c'est-à-dire à défaut d'autres choix par l'entreprise, l'année civile qui va du 1er janvier au 31 décembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, alors je répète, hein, la définition, c'est bénéfice réalisé par le contribuable au cours de la période d'imposition, etc., du 1er janvier au 31 décembre. Malgré l'existence hein, de plusieurs définitions, on retiendra ici, comme je l'indique, que le bénéfice imposable, c'est le résultat fiscal net de l'entreprise défini comme l'excédent de ses produits imposables sur ses charges fiscalement déductibles. Donc je répète, le bénéfice imposable au titre des BIC, c'est l'excédent de ses produits imposables. Pour une entreprise, c'est l'excédent de ses produits imposables sur ses charges fiscalement déductibles. Donc, vous voyez la logique des choses, je l'annonce. On va étudier d'abord les produits imposables, ensuite on va étudier les charges déductibles. Cette définition, plus sérieusement, résulte de l'article 13 hein, du Code général des impôts. Mais vous vous souvenez, par parenthèse, hein, que c'est aussi la définition de l'assiette imposable hein, que nous avons retenue hein, dès le début de ce cours. Par contre, il existe d'autres définitions que nous n'utiliserons pas, qui sont prévues donc par d'autres articles du Code général des impôts. On va y revenir juste après, hein. La définition que je retiens, en revanche, donc le bénéfice imposable et l'excédent de produits imposables sur les charges fiscalement déductibles de l'entreprise, va nous conduire à examiner, et c'est ça qui me paraît intéressant aussi, la simplicité de cette définition. Et puis, on peut travailler sur un examen à la fois des produits imposables et ensuite des charges déductibles, comme je l'indique. Alors, juste un tout petit rappel, hein, avant d'examiner les produits imposables et les charges déductibles, hein, qui sont, vous l'avez compris, les composantes de l'assiette ou du résultat fiscal. Juste un petit rappel. Un des caractères ou un des principes directeurs de la fiscalité est de chercher à percevoir le plus d'impôts. Alors, il va résulter de cette tendance du fisc hein, que le fisc ne traitera pas de la même manière les produits imposables et les charges déductibles.
On va le voir rapidement, mais je l'annonce. Ça veut dire que les produits imposables, au fond, parce qu'ils contribuent à augmenter, l'impôt, dû par les entreprises, supportent, en fait et en droit, peu de contraintes. Au fond, dès lors que l'entreprise fait un gain, hein, quelle que soit son origine ou même sa légalité, je vais plus loin, on verra ça après avec, je vais évoquer simplement entre parenthèses, la question des produits acquis illégalement, hein, des produits imposables acquis illégalement ou des produits acquis illégalement qui sont imposables. Quelle que soit l'origine, hein, des gains, des produits, ou leur origine géographique, leur légalité et cetera, même si c'est de l'argent sale, de l'argent propre, qu'importe, ces gains sont en principe imposables, ces produits sont imposables. Inversement et de manière, justement parce que la fiscalité cherche à ramasser le plus d'impôts possible, et donc c'est une vision, pragmatique aussi. Les charges ou les dépenses, encourues par l'entreprise pourraient être déductibles et donc contribuer à diminuer, l'imposition des entreprises, hein, comme on l'a vu dans nos formules et en particulier la formule magique, seront encadrées, elles, assez strictement par la législation et l'administration fiscale. Donc il y a une sorte de déséquilibre, hein, très, très compréhensible. Les produits sont accueillis très, très volontiers par la législation fiscale. Les charges sont plutôt vues de manière un peu restrictive. Et en particulier, pour ce qui concerne les charges, je l'évoque parce que c'est un point important, y compris dans le travail d'études de cas, d'examen, des cas qui peuvent vous être soumis, y compris dans le cadre du contrôle continu ou le partiel. Pour qu'elles soient prises en compte, les charges, on a vu qu'elles devaient être encourues par l'entreprise et dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est un peu la formule générale, c'est vrai. Mais il y a trois conditions, je dirais, qui complètent et qui précisent cette déductibilité, pardon, des charges. Première condition, au minimum, les charges, pour être déductibles, doivent avoir un objet licite. Alors, la licéité, je vous rappelle que c'est la conformité aux lois et aux bonnes mœurs. Les charges doivent avoir été encourues ou dépensées par l'entreprise elle-même et dans son propre intérêt. Donc c'est par l'entreprise pour l'entreprise, comme on l'a déjà vu. Et enfin, il y a une mesure technico-financière, je dirais, c'est que les charges, pour être prises en compte, doivent être comptabilisées dans l'année où on demande leur prise en compte. Donc il y a trois conditions, hein. Avoir un objet licite, avoir été dépensé par l'entreprise elle-même et dans son propre intérêt, et être comptabilisé dans l'année. S'il manque une des conditions, la charge n'est pas, on ne peut pas la retenir en tant que charge déductible au titre de l'année, en tout cas, où elle est présentée, de l'année fiscale où elle est présentée. Alors les développements, hein, qui vont suivre devront être regardés, écoutés ou lus à la lumière, hein, de cette politique générale, cet axe général, hein, de la politique fiscale qui guide, bien sûr, la législation et l'administration fiscale. Alors, une des conséquences pratiques pour ce cours sera aussi que les produits imposables seront évoqués de manière assez rapide dans le fond, même très rapide, alors que l'étude des charges déductibles sera, dirons-nous, un peu plus longue. Oui, avant d'examiner successivement les produits imposables puis les charges déductibles, je vous propose de jeter un œil aux autres définitions du bénéfice imposable au titre des BIC, à savoir l'assiette. Il ne s'agit pas d'apprendre, bien sûr, ces définitions, mais ça me permettra aussi de vous montrer qu'il existe d'autres définitions, donc c'est bon à savoir, et aussi de justifier mon choix de la définition que j'ai faite de l'assiette. Je vous rappelle, donc c'est le bénéfice imposable au titre des BIC, c'est le résultat net fiscal net de l'entreprise, défini comme l'excédent, c'est ça le point important, l'excédent de ses produits imposables sur ses charges fiscalement déductibles. Donc ça me paraît une définition très très simple. Alors très rapidement, je vous propose de regarder la diapositive suivante qu'on lit ensemble, hein. Donc, c'est pour information simplement. Donc il y a plusieurs articles, hein, du Code général des impôts qui vont définir le bénéfice imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux. La première définition, c'est celle que j'ai retenue, hein, l'article 13. C'est l'excédent, alors bon, c'est rédigé différemment, c'est l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation du revenu, on a déjà vu ça. Autrement dit, c'est les charges déductibles. Il y a une deuxième définition qui résulte d'un autre article du Code général des impôts qui considère que le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise. Bon, ça me paraît un peu moins opérationnel. Bon.
Là, on est resté depuis le début dans du simple avec les notions d'assiette, produit moins charge. Bon. L'article 38.1 me plaît pas trop, mais sachez que cette définition existe. Puis une troisième définition qui nous indique que l'article 38.2, qui nous indique que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice servant de base au calcul de l'impôt. Donc ça, c'est une définition un peu plus comptable, hein, qui peut servir, mais comme on n'est pas en comptabilité, on va pas s'en servir, si vous le permettez.